Donc, bonjour à tous, je suis donc Sandrine Thomas, je suis ingénieure à l'INAO et entre autres experte intrant en agriculture biologique. Ma présentation va s'articuler autour de 3 axes. Un petit rappel réglementaire de la réglementation biologique et notamment l'aspect intrant. Un focus sur les effluents dits issus d'élevage industriel et un rapide tour d'Europe des pratiques sur ces effluents d'élevage industriel. Comment c'est traité en agriculture biologique. Donc, l'agriculture biologique est un des 5 signes qui sont traités par l'INAO, qu'on appelle des SIQO, des signes de qualité, que vous avez en bas et que vous connaissez déjà très certainement. Donc, les AOP, AOC lorsqu'on est encore en viticole, les IGP, indications géographiques protégées, la STG, la spécialité traditionnelle garantie, le label rouge qui est, contrairement aux autres signes que je vous ai cités, qui sont des signes européens, le label rouge est franco-français. Et puis le dernier dont on va traiter aujourd'hui, donc, qui est l'agriculture biologique. L'INAO est en charge de tout ce qui est reconnaissance de ces SIQO, de leur contrôle, mais également de toute la protection de ces signes. Donc, on travaille sur l'agriculture biologique, sur l'ensemble. Alors, la reconnaissance, contrairement aux autres signes, on est sur un règlement qui est exclusivement communautaire, mais on intervient avec la DGPE, donc le ministère de l'Agriculture, on fait des remarques sur les projets de réglementation. Vous pouvez retrouver une page dédiée à l'agriculture biologique sur notre site internet de l'INAO où vous retrouvez un certain nombre de textes, les textes réglementaires européens et leur application au niveau français. Le règlement communautaire en agriculture biologique, je vous ai dit, donc on est sur un texte communautaire qui s'applique dans l'ensemble des États membres. Actuellement, on a 3 textes principaux, un texte de base qui est le 834, un texte qui est beaucoup plus important, qui vient préciser cet acte de base qui est le 889 et dans lequel on trouve un certain nombre d'annexes, dont celle qui vous concerne le plus, qui est actuellement l'annexe 1 relatif aux engrais, à tous les fertilisants utilisables en agriculture biologique, et un 3e règlement qui traite plutôt de tout ce qui est des règles d'importation. À partir du 1er janvier 2022, nous aurons un nouveau règlement en application au niveau communautaire. Ce règlement n'est toujours pas complètement finalisé. Initialement, il était prévu qu'il soit même d'application dès le 1er juillet 2020. Il a été retardé au 1er janvier 2021, puis une nouvelle fois au 1er janvier 2022. Donc aujourd'hui, on a déjà un certain nombre de textes qui sont parus. Le premier, qui est le plus important, qui reprend tous les principes, les objectifs de l'agriculture biologique et les principales règles d'application de l'AB dans ce règlement, c'est le 2018-848. Derrière, on a un certain nombre d'actes secondaires qui devaient paraître. Donc, on en a déjà un certain nombre qui sont parus. Je vous les ai cités là. Je vais vous faire grâce de tout ce qu'il y a dedans. Et on attend encore un certain nombre d'actes secondaires, dont notamment celui des annexes, dont l'annexe qui concerne les engrais et amendements du sol autorisés en agriculture biologique. À savoir qu'actuellement, il existe une consultation au niveau communautaire sur ces annexes. Donc, si vous avez des remarques à formuler sur le projet de l'annexe, alors on ne sera plus sur l'annexe 1, mais sur une annexe 2, sur cette annexe 2, il faut le faire avant le 23 avril sur le site dédié de la Commission européenne. Donc déjà en préambule, il faut savoir que les fertilisants ne sont pas dans le règlement, dans le champ d'application du règlement biologique. Donc en aucun cas, ils ne peuvent contenir le logo sur les packaging. Vous ne pouvez pas trouver ni le logo AB qui est un logo spécifique français qui est facultatif, ni l'Eurofeuille qui est le logo obligatoire au niveau communautaire. Donc on ne peut pas certifier un engrais en agriculture biologique. La seule chose qui est possible, c'est de dire qu'il est utilisable en agriculture biologique,
compatible avec l'agriculture biologique d'utiliser ce genre de termes. Mais en aucun cas, on peut dire qu'ils sont bio ou, voilà, ou qui sont certifiés ou qui sont biologiques. Le texte nous dit en fait ce que c'est que l'agriculture biologique. Donc, on a 3 principaux objectifs qui sont de veiller au bien-être animal, de produire des produits de haute qualité, de protéger l'environnement et le climat. Alors, j'ai mis le climat un petit peu ici. C'est une nouveauté du futur texte, donc du 2018-848. C'était pas cité aussi explicitement dans le précédent. Pour cela, on a 3 moyens. C'est de contrôler à tous les stades. Donc, actuellement, on a un contrôle par opérateur par an, de favoriser les filières courtes et les circuits courts, les filières et les circuits courts, pardon, et d'utiliser de manière optimale les ressources de l'écosystème. Et pour cela, je vais citer l'article 12 du texte actuel, donc du règlement de base actuel, qui nous indique que pour accroître la matière organique, la fertilité des sols, l'activité biologique des sols, on doit d'abord avoir recours à des pratiques culturales, à des rotations, l'utilisation d'engrais verts, de légumineuses, d'effluents d'élevage, issus notamment de l'exploitation ou d'autres exploitations biologiques, et en dernier recours à des matières organiques qui seraient listées et autorisées par l'annexe 1 du règlement 889. Donc, comme je le disais à l'instant, l'idée, c'est vraiment d'utiliser, en agriculture biologique, on est sur une espèce de cercle vertueux, c'est d'utiliser au maximum les ressources qui sont propres à l'agriculture biologique. Si ce n'est pas suffisant pour maintenir la fertilité des sols, pour la matière organique des sols, dans ce cas-là, on peut avoir recours à des intrants qui sont issus d'autres productions biologiques et en dernier ressort, vraiment en dernier ressort, recourir à ces intrants listés à l'annexe 1 ou la future annexe 2 du prochain règlement. Les agriculteurs doivent justifier du recours à ces engrais. Ils doivent justifier auprès des organismes certificateurs qu'ils ont déjà mis en place sur leur exploitation toutes les mesures qui sont préconisées par le règlement et que ça n'a pas été suffisant et donc ça justifie le recours à ces intrants. Le règlement nous interdit le recours aux engrais chimiques de synthèse et aux engrais minéraux. Je vais faire maintenant un petit focus parce que dans l'annexe 1 du règlement 889 sur les engrais, on nous dit qu'on liste toutes les matières qui sont autorisées et sur la deuxième colonne, nous avons des restrictions. Et pour un certain nombre de ces matières, nous avons une restriction qui est la suivante, provenance d'élevage industriel interdit. Ça s'applique à tout ceci, donc aux fumiers séchés, les fientes de volaille, qui sont très souvent utilisées dans vos composts, les lisiers, les composts d'excréments solides, les digestats de biogaz, les coquilles d'œufs. Pour les composts d'excréments solides, ça comprend entre autres les fientes de volaille et les fumiers compostés. Malheureusement, le texte n'a jamais défini ce que voulait dire provenance d'élevage industriel. Donc, la notion d'élevage industriel n'est pas définie aujourd'hui. Ce qui fait qu'on a autant d'applications au niveau des États membres que d'États membres. En France, comment ça a été appliqué? Alors, dans le tout premier règlement biologique, on avait exclu tous les élevages hors sol et tout ce qui était les porcins sur caillebotis ou sur grille, enfin tous les mammifères, et les élevages en caille pour les volailles. En 1995, la Commission européenne a produit une note dans laquelle elle spécifiait que n'étaient pas utilisables en agriculture biologique les effluents d'élevage hors sol, en précisant que les animaux devaient pouvoir bouger sur eux-mêmes, donc à 360 degrés, avoir accès à de la lumière extérieure et avoir accès à des espaces extérieurs. Lorsque le nouveau règlement est paru en 2018, cette notion d'élevage hors sol a été transformée en fait en notion d'élevage industriel.
On a extendu à ce moment-là aussi les restrictions qu'il y avait sur le hors-sol, donc au compost, déchets ménagers et au digestat. En France, on s'est donc posé la question de savoir comment on devait interpréter cette petite exclusion de provenance élevage industriel. Et pendant de longues années, on n'a pas vraiment appliqué cette restriction et on a mis plus de 3 ans à tenter de définir ce qu'on pouvait définir comme un élevage industriel. Donc, on n'a pas fait réellement une définition, on a plutôt mis en place des critères qui s'appuient sur la directive communautaire 2011-92 UE et on exclut les systèmes Caillebotis. Donc, pour l'instant, je dis bien pour l'instant, et à partir du 1er janvier de cette année, on est sur une définition qui dit qu'il faut à la fois être en cage et dépasser les seuils, ou être sur Caillebotis et dépasser les seuils. L'idée, c'est de le mettre en application et d'ici 1 an et demi, donc d'ici l'été prochain, l'été 2022, de faire un bilan de cette application sur le terrain et de voir s'il y a lieu de maintenir cette définition telle qu'elle ou de la faire évoluer. Sachant, alors je vous ai refait un petit rappel des seuils de la directive. Donc ça, c'est l'application des critères, c'est ce que je viens de vous dire. On a assorti quand même cette application de ces critères avec des délais de commercialisation des matières, des composts, par exemple, avec un délai de commercialisation au 1er janvier 2022 et avec un délai supplémentaire pour l'utilisation par les professionnels au 1er janvier 2023. Et vous allez voir que c'est quand même intéressant parce que derrière, il y a une réflexion au niveau communautaire pour définir des critères ou une définition. Et donc, ça nous permettrait en fait d'attendre cette nouvelle interprétation. Et puis, à partir du 1er janvier 2021, l'exclusion des digestats qui seraient issus d'un méthaniseur dans lequel on aurait eu un mélange de matières biologiques avec des matières qui sont issues d'élevage dit industriel. Donc, il y a eu une consultation au niveau des États membres qui a eu lieu en décembre 2020, pour lequel on a fait un bilan avec Valérie Dehaut de la DGPE. Donc, je vous présente très, très rapidement les principales conclusions. Donc, l'application de cette restriction, elle est faite dans une majorité d'États membres. Seuls 2 États membres ne l'appliquent pas du tout. Certains appliquent les critères de 95, donc que je vous rappelais tout à l'heure, le fait de se mouvoir, d'avoir l'accès à de la lumière et un accès extérieur. Certains pays, 17 États membres, ont fixé des règles nationales, dont nous, la France, même si elles sont d'application récente. Et 2 États membres sont sur des règles au cas par cas, où dans un des États membres, il y a 2 OC et chaque OC applique que ses propres règles. Voilà. Alors, vous voyez que le cumul n'est pas forcément le bon. Certains États membres peuvent appliquer à la fois les critères de 95 et les ont complétés par des règles nationales, ce qui explique que les chiffres ne sont pas tout à fait bons. Les critères qui sont les plus appliqués dans l'ensemble de ces États membres, finalement, on va retrouver quasiment nos critères de 95, c'est-à-dire que l'élevage en cage est interdit, les élevages sur caillebotis sur grille sont interdits, l'obligation d'avoir un accès à l'extérieur, d'avoir accès à de la lumière naturelle et l'attache des animaux interdite et l'absence de litière. Donc ça, c'est vraiment les critères les plus appliqués. Et puis derrière, on a un certain nombre de critères qui, par contre, là, sont appliqués quasiment dans tous les États membres, mais pour lesquels on a une très, très grande variabilité. Donc là, je vous en ai cité 3. Notamment, ça peut être les effluents qui sont autorisés. Certains États membres se cantonnent à ceux qui sont listés par l'annexe 1, ce qui est autorisé. Et puis d'autres ont réduit en fait ce champ à uniquement des effluents d'origine nabée. Sur les densités des animaux sur l'exploitation, alors là, ça va de quelques animaux à plusieurs centaines d'animaux, voire milliers d'animaux. Et de stress aussi, le chargement des animaux, là, vous voyez que
C'est très variable, ça peut aller de 2 UGB hectares à 150 UGB hectares. Donc, on est vraiment sur des schémas qui sont très, très divers au niveau européen. D'où la nécessité vraiment de fixer, alors il y a eu plusieurs États membres, dont la France, à plusieurs reprises, avait demandé à ce qu'il y ait une harmonisation de cette définition, qu'on nous la définisse, cette définition d'élevage industriel. Donc la Commission a enfin entendu ces appels et a missionné un groupe qui s'appelle ECTOP, qui est un groupe d'experts, pour qu'ils réfléchissent à une définition ou à des critères qui seraient applicables dans tous les États membres. Donc, logiquement, nous devrions avoir les premiers retours de ce groupe ECTOP d'ici la fin du premier semestre 2021. Donc, ces critères, une fois qu'ils seront définis et actés par la Commission, seront bien sûr applicables à tous les États membres. La seule question qu'on se pose aujourd'hui, est-ce que ce sera une définition claire? Est-ce que dans les membres? Est-ce que la Commission laissera une marge de manœuvre aux États membres pour être plus restrictif que les critères de base? Pour l'instant, on n'en sait absolument rien. Voilà pour ma participation aujourd'hui. Je vous remercie.